Rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le mercredi 22 septembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage. L'utopie, voilà, texte choisi et présenté par Frédéric Rouvillois chez Flammarion. Et donc, dans la vidéo précédente, j'ai lu l'introduction au chapitre qu'il consacre à Robespierre. Là, je vais continuer en lisant le texte, le petit extrait qu'ils ont choisi de Robespierre et qui correspond à un discours sur les principes de la morale politique qu'il a dû proclamer à l'Assemblée pendant la Révolution. Alors, c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net qui s'intéresse à l'idée d'utopie et qui propose une vision de l'évolution de la finalité, d'une finalité possible de notre évolution, de l'évolution de l'humanité, voilà, vers la sagesse, l'unité, la paix universelle. Donc je pratique comme ça, je lis, je découvre en même temps et je digresse à partir de là, voilà, je commente, je délire, je pars un peu dans ce truc. Alors là, je vais commencer à lire et donc c'est les propos de Robespierre. Alors, il est temps de marquer nettement le but de la révolution et le terme où nous voulons arriver. Il est temps de nous rendre compte à nous-mêmes et des obstacles qui nous en éloignent encore et des moyens que nous devons adopter pour l'atteindre. Idée simple et importante qui semble n'avoir jamais été perçue. Donc, voilà, il y a apparemment, il semble être le précurseur de la prise de conscience du sens de la révolution. Il y a eu cette révolution qui a été faite, avec toute la violence que ça a entraîné pour dépasser des surdités, voilà. La révolution, c'est jamais que l'échec du dialogue. C'est face à une surdité qui ne peut pas changer, qui pense que par la force, un système dominant par la force peut arriver à se maintenir. Alors parfois, il arrive à se maintenir, évidemment, mais le jour où il ne se maintient plus, où la révolution est plus forte, c'est la révolution qui l'emporte. Et donc, la goutte d'eau a débordé, fait déborder le vase, en fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est le principe de la religion de la révolution qui va l'emporter. Et là, aucun système dominant ne sait quelle goutte va faire déborder le vase. Voilà, pas plus que pendant la Révolution française, quelque chose a poussé, a fait que. Mais c'est toujours au moment où la révolution est possible, c'est-à-dire c'est ce que l'humanité aspire. Devant une certaine sclérose d'un système, un système est sclérosé, il n'arrive pas à évoluer. Pendant un certain moment, bien souvent les philosophes, des penseurs, les oppositions politiques, etc., se manifestent et disent il faut changer, il faut, s'il vous plaît, il faut faire évoluer le système, on n'en peut plus, etc. Ça ne peut pas durer. Et face à une surdité, à un certain moment, la force de la révolution est plus forte
et voilà, passe à, au lieu de, tant qu'elle est jusqu'à 49% sur 51, face à 51, elle, la révolution ne vainque pas, donc elle est vaincue même quand il y a des révoltes qui se passent, le système dominant parvient à juguler ces révoltes, et puis à un certain moment, c'est le temps, le système dominant ne peut pas se réformer, n'arrive pas à entendre, n'arrive pas à écouter son peuple, et une révolution va s'imposer. Alors c'est ce qui s'est fait en France, donc en 1789, en Russie ou en Tunisie, etc. Et à chaque fois, c'est le même principe. C'est devant une surdité. C'est la même chose avec les victoires des colonisés sur les colonisateurs. Voilà, il y a un moment où... Et après, c'est même plus une question de moyens, parce que même un système qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la force, la puissance, etc., finit par renverser le système dominant quand celui-ci a fait son temps et que sa surdité ne lui permet pas d'évoluer. Voilà. Donc je continue. Et comment un gouvernement lâche et corrompu aurait-il osé la réaliser? Donc c'est vraiment une critique du système. Donc apparemment, à cette époque-là, la révolution s'était imposée, mais la prise de conscience du sens de la révolution, du but, de son but, n'avait pas été bien clarifiée, sans doute, par les révolutionnaires eux-mêmes. Et je pense que c'est le gros problème des révolutions, c'est que les dominants qui s'imposent, bon, ils savent qu'ils veulent tous, ils viennent de tous les horizons, ils savent qu'ils veulent renverser un système qui est présent, qui a fait son temps, etc. Donc ils le renversent, ils arrivent à le renverser, et après, et comme ça n'a pas été travaillé avant, c'est toujours les plus durs, les plus violents, les plus malins, les plus pervers, les plus durs, les plus insensibles qui vont prendre le pouvoir à ce moment-là et imposer le rythme de la révolution, de l'évolution. C'est ce qui fait que Staline l'a emporté sur sans doute d'autres révolutionnaires qui faisaient partie de la révolution et qui n'ont pas pu s'imposer et qui ont été écartés, etc. Et donc ça a donné cette ambiance de la révolution russe, par exemple, avec la paranoïa qui rentre en jeu, etc. Le fait d'imposer les choses, de ne pas, de partir dans un système dictatorial, etc. Donc, et ça, c'est le problème des révolutions. C'est pourquoi la révolution devrait être le plus sage, ça serait des révolutions non violentes, des révolutions qui amènent le système dominant à ouvrir ses yeux, à entendre, à comprendre et à dire « d'accord, je vous ai entendu et je vais changer et véritablement changer le système, changer et devenir, bien souvent si c'est des révolutions populaires, ça veut dire que c'est plus de démocratie qui doit être mis en place, la démocratie étant la souveraineté du peuple. Donc plus de souveraineté au peuple, voilà, et moins de souveraineté aux élites, aux dominants. Donc je continue. Un roi, un sénat orgueilleux, un César, un Cromwell doivent avant tout couvrir leurs projets d'un voile religieux, transiger avec tous les vices, caresser tous les partis, écraser celui des gens de bien, opprimer ou tromper le peuple,
pour arriver au but de leur perfide ambition. Si nous n'avions pas eu une plus grande tâche à remplir, s'il ne s'agissait ici que des intérêts d'une faction ou d'une aristocratie nouvelle, nous aurions pu croire, comme certains écrivains, plus ignorants encore que pervers, que le plan de la Révolution française était écrit en toutes lettres dans les livres de Tacite et de Machiavel et cherchait les devoirs des représentants du peuple dans l'histoire d'Auguste, de Tibère ou de Vespasien, ou même dans celle de certains législateurs français, car à quelques nuances près de perfidie ou de cruauté, tous les tyrans se ressemblent. Et malheureusement, je pense que il est devenu un de ces tyrans, Robespierre. Mais bon, ma connaissance de l'histoire et de la Révolution française est, pour ainsi dire, nulle. Donc, j'en ai que des échos. Et ce n'est pas suffisant pour une bonne réflexion. Donc, je vous convie à vous intéresser à cela. Donc, je continue. Pour nous, nous venons aujourd'hui mettre l'univers dans la confidence de vos secrets politiques, afin que tous les amis de la patrie puissent se rallier à la voix de la raison et de l'intérêt public, afin que la nation française et ses représentants soient respectés dans tous les pays de l'univers où la connaissance de leurs véritables principes pourra parvenir, afin que les intrigants, qui cherchent toujours à remplacer d'autres intrigants, soient jugés sur des règles sûres et faciles. Il faut prendre de loin ces précautions pour remettre les destinées de la liberté dans les mains de la vérité qui est éternelle, plus que dans celles des hommes qui passent. De manière que si le gouvernement oublie les intérêts du peuple ou qu'il retombe entre les mains des hommes corrompus, selon le cours naturel des choses, la lumière des principes reconnus éclaire ces trahisons et que toute faction nouvelle trouve la mort dans la seule pensée du crime. Voilà. Alors, l'idée est bonne, le principe est bon, sauf la fin. Et que toute faction nouvelle trouve la mort dans la seule pensée du crime. Ça veut dire qu'on juge la pensée, l'esprit de l'autre. Et là, on rentre déjà dans la dictature. Heureux le peuple qui peut arriver à ce point, car quelques nouveaux outrages qu'on lui prépare, quelques ressources ne présentent pas un ordre de choses où la raison publique est la garantie de la liberté. Donc, il avait, je pense, une belle vision du système démocratique, donc du peuple, tel qu'il en parle au moins en théorie. Quel est le but où nous tendons ? La jouissance paisible de la liberté et de l'égalité, le règne de cette justice éternelle dont les lois ont été gravées non sur le marbre et sur la pierre, mais dans les cœurs de tous les hommes, même dans celui de l'esclave qui les oublie et du tyran qui les nie. Nous voulons un ordre de choses où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par les lois, où l'ambition soit le désir de mériter la gloire et de servir la patrie, où les distinctions ne naissent que de l'égalité même, où le citoyen soit soumis au magistrat, le magistrat au peuple et le peuple à la justice, où la patrie assure le bien-être de chaque individu pour qu'il jouisse avec orgueil de la prospérité et de la gloire de la patrie, où toutes les âmes s'agrandissent par la communication continuelle des sentiments républicains et par le besoin de mériter l'estime d'un grand peuple, où les arts soient des décorations de la richesse, de la liberté qui les ennoblit, le commerce la source de la richesse publique et non seulement de l'opulence monstrueuse de quelques maisons. Bon, il y avait tout ce qu'on retrouve aujourd'hui comme critique possible de la société. Voilà. Le problème, c'est
d'avoir la toute-puissance quand on a un tel état d'esprit. C'est pourquoi il est bon pour un peuple qu'il soit entre les mains de dominants démocratiques. Même qui ne sont pas parfaits comme ce que nous avons actuellement, ce que nous avons depuis longtemps. Hein. Je parle de l'Occident. Les démocrates de l'Occident, bien sûr, il n'y a pas d'unité. Il y a des chefs d'État qui sont beaucoup plus démocrates que d'autres, d'autres qui sont plus proches de l'oligarchie, d'autres plus proches des patronats ou des célébrités, ou je sais pas, bon bref, et d'autres plus démocratiques que d'autres, voilà. Donc il n'y a pas de règles. Mais, en tout cas, il est bon d'être dans des démocraties même perverties, on va dire, même faiblement démocratiques, même inconscientes, mais qui respectent les règles de base de la démocratie. La liberté de chacun, le fait de ne pas maltraiter le peuple comme ça, voilà, dans les choses, d'avoir de la considération quand même pour son peuple, etc. Voilà. Je continue. Nous voulons subsister dans notre pays la morale à l'égoïsme. Non, nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l'éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole et misérable. C'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Voilà. Alors, bien sûr, sur le papier, ça se défend complètement. Voilà. La chose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce type de pensée quand on a le pouvoir. Voilà. Et à cette époque-là, la démocratie n'était pas en place. Et donc, ceux qui arrivaient au pouvoir pendant ce temps de la Révolution, qui se sont succédés, bien souvent se sont succédés par la terreur, ont imposé la terreur, ont imposé la dictature, ont imposé quelque chose d'extrêmement négatif. Voilà. C'était le temps qui voulait ça. La révolution devait se faire puisqu'elle s'est faite, et c'était une bonne chose, évidemment, mais les dérives sont critiquables aujourd'hui. Voilà. La vie devait se dérouler ainsi, il n'y a pas de problème, mais on doit critiquer les dérives de la Révolution pour pouvoir faire évoluer notre humanité. Je continue. Nous voulons en un mot remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité. Alors donc il parle du destin, les destins de l'humanité. Donc il y avait une vision téléologique à l'époque. Tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Donc la philosophie était déjà, il avait une vision de la philosophie téléologique aussi. Que la France jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs,
la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et qu'en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l'aurore de la félicité universelle. Voilà notre ambition, voilà notre but. Et alors là, je retrouve ma façon de penser. Je ne sais pas si c'est parce que je suis le fils d'un immigré, et que j'ai été élevé dans l'amour de cette patrie qui a accueilli mes parents, mais j'ai une vision grandiose de la France, en fait. Et j'ai le sentiment qu'elle doit devenir un modèle des nations, qu'elle a les moyens de devenir un modèle pour les nations. Pour ça, il faut qu'elle soit libre, juste, et donc que les chefs qui prennent en main notre pays aient une vision fraternelle, donc antiraciste, c'est la première chose, une vision juste de la beauté de ce pays, c'est-à-dire de sa capacité à incarner les valeurs, l'éthique de l'humanité, les valeurs profondes de l'humanité, le partage, la solidarité, la fin de la domination des autres nations, le partage des leaderships, le soutien aux grandes valeurs de l'humanité et au progrès de l'humanité. On sait maintenant qu'on va vers l'ONU, vers un fonctionnement universel, donc une vision comme ça universaliste, le soutien des peuples opprimés, etc., etc. Et c'est clair que j'ai ce désir pour ce pays que j'aime profondément. Et qui est peut-être un des berceaux de la prochaine pensée, de la pensée qui arrive. Voilà. Et j'aimerais que ce soit ça, que ça soit que ça vienne de ce continent qui, malgré toutes ces affres, malgré sa violence, hein, sa cruauté parfois, a été une lumière pour l'évolution. Voilà. Et j'aimerais que ça le reste et que ça soit de plus en plus embelli et de plus en plus juste. Mais pour ça, il faut que s'élèvent des hommes politiques qui aient une vision comme celle-ci. Une vision totalement bienveillante envers le peuple. Donc, qui ne soulèvent pas les uns contre les autres pour faire de la politique, pour se faire élire, qu'ils soient justement des sortes de médiateurs, des âmes fortes, mais justes, totalement justes. Et pour l'instant, on n'en voit pas, on ne les voit pas. On voit certains ont la théorie, on parle très très bien de la France, mais ont des visions totalement élitistes, corporatistes, communautaires, etc., qui ne fonctionnent pas avec l'idée d'une nation, ça ne peut pas aller avec l'idée de la nation. D'autres ont des idées extrêmement, justement, universalistes, globalistes, etc., mais ont des âmes de dictateurs. Donc, ça ne marche pas. Pour l'instant, ne s'élèvent pas dans notre pays des hommes politiques capables d'amener notre nation à un rang d'indépendance et de philosophie qui peut servir d'exemple à l'ensemble de l'humanité.
Et ça, c'est terriblement triste pour moi, en somme. Je continue. Quelle nature de gouvernement peut réaliser ces prodiges? Et d'ailleurs, pour le dire, ça ne serait pas... Voilà, un Robespierre, on entend tout ce qu'il dit, c'est très bien, mais ça aurait été une terreur qu'il soit un président sous ce type de caractère, de purificateur, voilà, on peut pas, il est trop excessif, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'angle de tir pour trouver un homme politique qui a toutes les qualités pour le peuple, c'est extrêmement compliqué. On a toujours le meilleur, hein, c'est toujours le meilleur qui s'impose, le meilleur du moment, globalement, à part de temps en temps quand le plus malin arrive à maîtriser, à écarter, à tuer symboliquement le vrai président, celui qui devrait prendre le pouvoir, et en fait il est écarté par le plus malin, le plus rusé, etc., qui arrive à le neutraliser. Et donc ça donne malheureusement, là, dans ces moments-là, l'humanité se perd pendant quelques années, le temps de ses gouvernances. Mais globalement, c'est toujours les meilleurs qui l'emportent. Voilà. Quelle nature de gouvernement peut réaliser ce prodige? Le seul gouvernement démocratique ou républicain. Ces deux mots sont synonymes, malgré les abus du langage vulgaire, car l'aristocratie n'est pas plus la république que la monarchie. La démocratie n'est pas un État où le peuple continuellement assemblé règle par lui-même toutes les affaires publiques, encore moins celui où 100 000 fractions du peuple, par des mesures isolées, précipitées et contradictoires, décideraient du sort de la société entière. Un tel gouvernement n'a jamais existé et il ne pourrait exister que pour ramener le peuple au despotisme. La démocratie est un État où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et par des délégués tout ce qu'il ne peut faire lui-même. Bien sûr que c'est exactement ça. C'est donc dans les principes du gouvernement démocratique que vous devez chercher les règles de votre conduite politique. C'est un discours qui est extrêmement positif. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qui fait que Robespierre n'a pas pu incarner en même temps? Pourquoi il a été tué? Pour quelle raison il a été repoussé? Pourquoi il n'a pas été aimé par l'ensemble des révolutionnaires qui auraient pu dire ben voilà, ça c'est notre chef naturel, c'est celui qu'il faut, voilà. Chose qui se passe dans les bonnes démocraties, le chef n'est pas contesté, ou très peu, contesté à un certain moment, mais ou s'il dure trop longtemps, ou quoi que ce soit, mais dans la courbe forte de son pouvoir, il n'est pas contesté. Il est au contraire admiré, aimé, etc. Bon, je ne sais pas si on a eu beaucoup des hommes politiques qui n'ont pas été contestés finalement durant leur mandat, ou vraiment contestés violemment, quoi. Parce qu'on retrouve ça chez De Gaulle à la fin de son règne, mais peut-être parce qu'il avait fait les quelques années de trop. Voilà, il a été vraiment apprécié pendant ses premières années de règne. Il a fait des choses extraordinaires pour la France et il avait une vision globale de ce pays et de ce qui était bon pour lui et pour le peuple. Et il avait une vision démocratique, à mon sens, qui était vraiment importante. Mais à un certain moment, il n'a pas entendu que le peuple avait changé, que une jeunesse arrivait, qu'elle voulait autre chose. Il aurait très bien pu l'entendre. Mais voilà, ça c'était le problème d'une surdité. Voilà, c'est
une surdité. Parce qu'il y a des hommes qui, même à 60 ans, 70 ans, sont des hommes politiques formidables, qui ont une vision tout à fait ouverte du monde, et très jeune du monde, et qui n'auraient pas dû subir ce que De Gaulle a subi avec mai 68. Mais c'était une surdité que les étudiants, que le système semblait ne pas pouvoir passer, alors que pourtant il y avait du bonheur dans cette période-là. Mais il y avait des aspirations que les dominants, que le système dominant ne voulait pas ouvrir, et donc c'était la goutte qui a fait déborder le vase et qui a mis en péril ce gouvernement. Voilà. Et peut-être c'est ce qu'a compris Pompidou quand il est venu après, qui n'a pas été véritablement contesté. Et il avait une vision de la France qui me semble vraiment incarnée, quoi, hein, très forte. Voilà. Et je pense que c'était sans doute la même chose avec son successeur, Giscard d'Estaing, etc. Voilà. Bon, bref, on ne va pas partir sur la politique, mais c'est important de le voir un peu aussi sous cet angle-là. Bon, bref, voilà. Pas de dictateur, même avec des bonnes intentions. C'est très important de pouvoir détecter les dictateurs. Ça ferait une belle chanson, détecter les dictateurs. Voilà. À très bientôt. Merci de votre écoute.